Bon mes stars, l'heure est grave. Je suis contrainte et forcée de lancer un nouveau concept sur ma chaîne qui va être une sorte de get ready with me to se faire enlever une putain de carie et renouveler ses gouttières pendant que je vous fais mon bilan lecture. En fait le problème c'est que si je ne fais pas ça maintenant, vous n'aurez pas de vidéo dimanche et c'est con parce que j'ai des livres dont j'aimerais vous parler. On est vraiment dans des conditions de l'extrême. Voilà le miroir avec lequel je vais me maquiller. La dernière fois que j'ai eu une bonne nuit de sommeil, j'étais dans le ventre de ma mère. Je suis épuisée. Là en plus en ce moment je suis à Paris. La vérité je suis pas ravie d'être là. Mais je repars cet après-midi. Le but c'est de pouvoir parler et se maquiller en même temps. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon, du coup je suis désolée mais je vais pas non plus faire dans la dentelle. On va commencer avec Crush of Lifetime. Déjà il y a un problème dans le titre. C'est généralement le cas avec les mangas en vrai, donc je me formalise pas tant que ça, mais je vous avoue que ça m'a fait un peu tiquer qu'il n'y ait pas d'article avant Lifetime. Appelez ça une déformation professionnelle si vous voulez, mais en tout cas mon instinct avait raison puisque ça a quand même prédit que la lecture allait pas être terrible. Avec Crush of a Lifetime, on est sur un shoujo et moi j'aime bien ça de base, c'est vraiment les mangas que je préfère, genre j'ai grandi avec ça et tout. Donc les shoujo ça va être, pour très grossièrement, hein, ça va être en gros les mangas pour fillettes dont l'intrigue est principalement tournée autour d'une romance. Crush of Lifetime ça partait plutôt bien parce qu'on suivait une protagoniste qui est accro aux réseaux sociaux. Toute sa vie est sur Instagram, genre dès qu'elle se lève, elle prend des photos, voilà, parce qu'elle, elle peut. Mais par contre, c'est vrai que sa vie amoureuse, c'est une catastrophe. Elle n'arrive pas à... Enfin, en fait, c'est pas qu'elle n'arrive pas à trouver des gens, c'est qu'elle n'arrive pas à garder ses relations, genre les mecs restent pas. Oh bah tiens, choquant. Et en gros, le tome 1, donc on apprend à la connaître, on capte qu'il y a une sorte d'insécurité qui fait qu'elle poste très souvent, qu'elle a besoin de validation extérieure de la part des gens sur internet, tout ça. Et donc vu que c'est un shoujo, vous en doutez, elle va rencontrer quelqu'un de manière extrêmement fortuite et ça va commencer par un très gentil enemies to lovers où les deux peuvent pas se blairer, etc. Et puis elle va se rendre compte en fait que lui, il a une vie de merde, donc peut-être qu'il est digne d'intérêt finalement. J'ai pas particulièrement aimé parce que j'ai trouvé ça hyper enfantin. Pas particulièrement intéressant, pas énormément d'enjeux. Je trouve pas que les protagonistes soient intéressants. Les dessins sont sympas, mais c'était pas assez pour moi me tenir en haleine. Ça s'est lu très vite, cela dit, et je pense que si vous êtes friand ou friande de shoujo, celui-là peut faire le taf en sachant qu'on est à 100% dedans. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est plus digne de Léa, élève de 5e, que de Lilia, bientôt docteur to be, en littérature postcoloniale. Non pas que les shoujo soient en dessous de moi, comme je vous l'ai dit, j'adore ça, j'adore Twilight, hein, ne l'oublions pas. Mais là pour le coup c'était trop enfantin pour moi. Passons désormais à un livre que je pensais arrêter mais que finalement j'ai continué par curiosité. Parce que on m'avait dit qu'il y avait une sorte de retournement de situation et I am a sucker for des bons retournements de situation dans les bouquins. C'est Fraction. Si vous avez regardé un des derniers vlogs de cette chaîne, vous savez que c'est un livre qui m'a choquée. Alors on est là aussi sur un manga qui m'a énormément choquée puisque ça m'a présenté le monde magnifique de l'Eroguro, qui est un genre à la fois littéraire mais culturel de manière générale, qui mélange, j'allais dire sadisme, non je vais un peu loin, mais qui mélange le gore et le sexuel. Un mélange détonnant, vous me direz, détonnant et étonnant, croyez-moi bien. Bah ça m'a choquée parce que c'est choquant en fait, parce qu'il y a vraiment des planches qui sont hyper violentes, à la fois verbalement et physiquement, et que la vérité je savais pas si j'allais pouvoir aller au bout du truc. Putain, y a un mec qui est en train d'écouter du Eddie Mitchell dans la cuisine, wesh. Samedi matin à 9h07. On est ringard comme ça, là? Quand je vous dis que j'ai hâte de repartir chez moi, là, ça m'énerve d'être ici. Bref, j'ai rien contre Eddie Mitchell, soit dit en passant, mais pas un samedi matin à 9h du sbar. Alors, Fraction, qui est le livre dont je vais vous parler, on va y arriver, c'est en fait une histoire qui se déroule à Tokyo, qui est depuis peu la scène d'un théâtre macabre où un homme, surnommé le tronçonneur, kidnappe des jeunes filles, les abuse sexuellement et après les découpe en deux. Un passe-temps propre à chacun finalement. Donc l'intrigue on va dire tourne autour de ça, autour de qui est le tronçonneur, pourquoi est-ce qu'il fait ça et tout. Et alors ce qui est très intéressant
je rajoute du concealer, hein, comme vous pouvez le voir, parce que là sur mes scènes, je peux loger toute la population du Texas. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait on va avoir des chapitres où effectivement on nous parle des meurtres et tout, et on va avoir des chapitres où l'auteur du manga brise le 4e mur et parle de son processus créatif, de comment est-ce qu'il en est venu à créer cette histoire, etc. Et c'est ça qui m'a retenue, c'est ça qui était hyper intéressant, parce que du coup on alterne les points de vue et que en plus on sent que l'auteur a un but bien précis qui dépasse même le genre de l'Eroguro et donc juste de faire du gore pour du gore. Puisque en fait il explique qu'il a vraiment envie de tester quelque chose d'autre. Il a envie d'aller au-delà de ce que l'Eroguro peut offrir et ce qui marche et ce qu'il fait d'ordinaire. Et c'est là qu'on commence vraiment à se prendre au jeu et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors je mets au défi, vraiment, là je vous jure, et ça vient de moi, hein, la meuf hyper chiante qui n'aime aucun thriller à part Shutter Island, je vous mets au défi de découvrir la fin de ce manga et de comprendre ce qui se passe réellement. Sur ce plan-là, c'est clair que moi, j'étais sur les fesses, les gars. Genre, je m'attendais pas à ça, je n'ai jamais rien lu de pareil. J'étais à milieu de me douter de ce qui se passait. Et donc, rien que pour ça, ça valait le coup de le lire. On n'est pas du tout sur un coup de cœur ou sur une lecture vraiment choc avec un plot twist de malade. Le plot twist est assez ouf. Moi, ça satisfait pas mes attentes parce que... Bah, je vais pas vous dire pourquoi parce que sinon je vais vous spoiler. Mais bon, c'est pas le genre de fin que je préfère, mais la vérité, c'est surprenant, ça on peut pas lui enlever. À la fin de l'histoire, il y a d'autres petites histoires justement, beaucoup plus courtes, qui sont à fond dans l'Eroguro et c'est absolument répugnant, dégoûtant et âme sensible, s'abstenir. Ce qui me permet par ailleurs de refaire des énormes trigger warnings concernant cette histoire. Je n'ai jamais rien lu d'aussi trash et de choquant. Voilà, c'est bon pour vous? Je ne conseille pas ce livre à tout le monde du tout. Je sais même pas si je vous le conseille, sauf si vous êtes comme moi hyper curieuse, maladive. Là franchement, soyez au courant de ce dans quoi vous allez, quoi. Mais le mec se fait un showcase dans la cuisine, je suis choquée. Je peux mourir pour ce genre d'incivilité, je vous jure. Même si je suis levée, comme vous pouvez le voir, pimpante et fraîche, la vérité, ça m'énerve. Donc voilà, la conclusion de ce livre, c'est le lisez pas. Sauf si vous voulez un peu vous traumatiser et ouvrir une porte des enfers. Mais ça, du coup, c'est pas mon dos. Voilà, allez, on va partir sur des lectures un peu plus normales, avec notamment 6 versions. Le disparu du Wanshire, donc merci beaucoup à la maison d'édition de me l'avoir envoyé. J'en avais entendu beaucoup de bien, on est sur un thriller britannique si je ne m'abuse. Et l'histoire de base est très sympa. On est avec un papa qui le soir de Noël rentre chez lui avec son fils. Il passe par une forêt dont la réputation n'est plus à faire puisque il s'y passe des choses très curieuses dans cette forêt. C'est près de la frontière avec le pays de Galles. Et en fait, alors que le père conduit et que le fils est à l'arrière, le papa commence à entendre une sorte de tapotis provenant de sous le capot. Le temps de sortir de la voiture, d'aller voir ce qui se passe sous le capot, le niard disparaît. Voilà, tout bonnement, on ne le retrouvera jamais. Merci, bonsoir. Le principe même de 6 versions, c'est qu'on suit Scott King, qui est un podcasteur, qui est amateur, très grand amateur de true crime, et qui a donc un podcast sur des affaires, des sortes de cold case, des affaires non résolues. Et donc lui, sa méthode pour essayer de déceler le vrai du faux et essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est d'interroger 6 personnes, d'où le titre, voilà, 6 versions. Et tout cela est très bien retranscrit sous forme de podcast. Alors nous, on a les retranscriptions du podcast, mais c'est comme si on écoutait un podcast. Et je trouve ça très sympa d'avoir justement cette genre de variété de personnages avec différents points de vue sur la situation. C'est bien écrit. Moi, vraiment, il y a eu des moments où je lisais le livre le soir et où j'avais peur. Franchement, no shame, parce qu'en plus moi j'aime bien vraiment me mettre dans l'ambiance de mes lectures et donc j'écoutais de la musique un petit peu mystique et tout.
Et ouais, j'avoue qu'il y a des passages du livre qui étaient un peu flippants parce que ça part vers des délires un peu, pas de fantômes, mais genre de trucs un peu inexpliqués. Et franchement, ouais, c'est bien fait. Dans un thriller, je trouve que c'est risqué de parler de paranormal et de trucs comme ça. Je trouve que c'est hyper risqué, mais c'est bien fait. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc bonne écriture, très immersive. L'aspect podcast est assez original, j'avais jamais lu ça avant. C'était très sympa de découvrir les protagonistes, donc notamment le père, la mère et l'enfant, sous le prisme de personnages secondaires. Et on sent clairement que l'étau se resserre et que plus on interroge de suspects, plus on a de réponses à certaines questions. Et donc tout le principe de l'histoire, c'est que techniquement le podcasteur nous présente des gens, nous fait écouter des versions et après c'est à nous de dire ce qu'on en pense. Or moi j'ai trouvé qu'à la fin c'était quand même relativement clair. Alors bien que ce ne soit pas un coup de cœur, je vous avoue qu'il y a eu un moment à la fin où la mâchoire m'est un peu tombée. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Ça arrive en quelques lignes, je l'ai pas vu venir du tout. Et ça m'a vraiment surprise. Ça c'était très chouette, hein. Ça c'est une bonne chose hein, quand je suis surprise dans un thriller, même si c'est pas, comme je vous l'ai dit, même si c'est pas un coup de cœur ou quoi que ce soit. Beau travail de la part de l'auteur, je ne m'attendais pas à ça et franchement pourquoi pas. Malheureusement pour moi c'est pas un coup de cœur, j'aurais vraiment aimé mais c'était pas le cas. Cela dit, ça reste une bonne lecture que je vous conseille. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, je l'ai fini hier soir juste pour pouvoir vous en parler, c'est celui-ci, donc Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Alors attendez, je vais poser mon blush, je vais vous montrer juste. On est sur un livre illustré pour enfants à destination d'un public enfant. Est-ce que c'est que pour les enfants? Pas du tout. Il y a une double lecture qui est absolument fantastique. Peut-être que j'allais vous montrer des fourmis, je pense que vous avez autre chose à faire que voir des fourmis. Non mais regardez les dessins sont vraiment hyper mignons, c'est hyper immersif. C'était vraiment un plaisir à lire. Voilà, spoiler alert, c'était un plaisir. Pourquoi est-ce que... Je vais vous mettre là. Je vais vous mettre là, vous allez juste avoir le titre. Pourquoi c'était Sympax? C'est trop mignon. En fait, tout ce que les gens disent sur ce livre, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu passer, est vrai. C'est très immersif, c'est cocooning. Moi, du coup, je l'écoutais avec, en fond, des musiques de la forêt, avec des oiseaux, des petites musiques douces de harpe, etc. C'était un régal. Pourtant, je ne l'ai pas lu du tout pendant la bonne saison, hein. Je l'ai lu en hiver. Mais ça m'a pas empêché de vraiment kiffer. On s'attache tellement aux personnages. Alors pour ce qui est de l'histoire, en fait on est dans le monde des animaux. On est dans une forêt où les animaux ont chacun leur petite maison, leur petite vie et tout. Grave mims. Et ils parlent, ils se parlent entre eux. Hein. Et en fait on va suivre donc le renard qui s'appelle Archibald et la taupe qui s'appelle Ferdinand. Et le problème c'est que la taupe, elle commence à perdre un petit peu... la mémoire. Et elle va demander donc à son ami Archibald de l'aider à retrouver un livre qu'elle, donc elle la taupe, mais c'est Ferdinand en fait, qu'il a écrit dans sa jeunesse et qui retrace justement toute l'histoire de sa vie. Et donc pour essayer de retrouver ce livre qui a un peu disparu dans les fins fonds de la forêt, ils vont suivre une sorte de circuit où ils vont rencontrer plein de personnes qui ont marqué l'histoire de Ferdinand la taupe. Et c'était tellement mignon. Alors on se doute bien évidemment que la maladie de l'oubli-tout, comme c'est expliqué dans ce livre, dont souffre Ferdinand n'est ni plus ni moins que Alzheimer, et c'est super bien expliqué. Alors moi j'ai personne dans mon entourage, et je touche du bois, qui a été victime de la maladie d'Alzheimer, et du coup c'était assez intéressant d'avoir cette perspective-là. Alors tout est expliqué sous le prisme de l'enfance, hein. Mais c'était assez facile à comprendre du coup. Et il y a beaucoup de choses que j'ignorais ou de phénomènes qui se passent chez les personnes qui en souffrent, dont je ne connaissais pas l'existence. C'était vraiment très chouette, c'était doux, c'était intelligent. J'ai trouvé ça très drôle, c'est bien écrit, c'est malin, c'est cocooning, c'est beau. Franchement, j'ai que des choses positives à dire sur ce livre. J'ai pas une critique à faire. J'ai pas une critique à faire. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai pas une critique à faire.
J'ai trouvé ça vraiment bien. Ça mérite la hype. Malgré tout ce que je viens de vous dire, je sais pas si je vais acheter le reste. Parce que genre, c'était bien. J'ai aucune critique à faire. J'ai pas non plus pris mon pied à 100%. Voyez? Genre je sais pas si j'ai non plus envie de m'enfiler toute la saga. Peut-être qu'à un moment de l'année, ça va venir. Peut-être qu'il y a d'autres tomes qui valent plus le coup, n'hésitez pas à me le dire. Là j'avoue, je suis en mode franchement, je l'ai lu, je sais de quoi ça parle, je suis contente, je peux très bien m'arrêter là. Et après, si ça se trouve, en automne ou en hiver, j'aurais envie d'en acheter un autre parce qu'en plus l'auteur a eu la très bonne idée d'écrire les tomes de la saga en fonction d'une saison. Alors là, je sais pas si on est au printemps ou en été, je pense qu'on est en été. Et il y a l'automne et l'hiver qui est sorti. Et je sais pas s'il y en a un autre qui va sortir. Mais voilà, je trouve ça très cool de faire ça en fonction des saisons. Et comme je vous l'ai dit, moi, ça m'a pas empêché de le lire en hiver. Et c'était vraiment très chouette. Ça parle d'amour, ça parle d'amitié, les gars. Un livre qui nous parle d'amitié. Presque autant que de l'amour, mais j'ai trouvé ça absolument génial parce que l'amitié entre ces deux là, franchement friendship goal. Et ouais, c'était vraiment bien, donc je vous le conseille, lecture doudou à offrir aux plus jeunes ou même pour vous. Il y a double lecture et n'importe qui peut se prendre au jeu de ce petit monde. Je veux y vivre. Regardez, je vais conclure par ça. Regardez, on a même une carte de la forêt au tout début avec tous les endroits, c'était chouette. Et en plus, alors le petit bonus de cette lecture, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Il y a des petites intrigues en fait, il y a des questionnements qu'on a. Ferdinand nous parle d'une Maude qu'il aurait connue. Alors au début on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop quel rôle elle avait dans sa vie, puis lui-même l'a oublié en fait. Et au fur et à mesure, donc on part à la recherche de Maude et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et moi j'avais mille suppositions et j'avoue que l'auteur m'a surprise et c'est aussi une bonne chose, je pense. Donc je finis ce bilan lecture avec une note plutôt positive. Il n'y a plus de musique provenant de la cuisine, le silence, la paix. Je vais pouvoir partir dans 15 minutes, on est dans les temps donc parfait. J'espère que ça vous a plu, ce petit Get Ready With Me, tout en vous parlant de mes dernières lectures. De toute façon, j'avais pas trop le choix que de faire ça sur le pouce, on the thumb. Si ça vous plaît, c'est le principal. Merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.